qui rêvaient d'un idéal et souvent d'un monde meilleur, on en reparlera. La deuxième chose, c'est que l'histoire, la proportion de familles qui ont une histoire migratoire des grands-parents n'est que de 18% dans les jeunes que nous avons suivis. C'est-à-dire que la plupart des familles dont les jeunes se sont embrigadés étaient des familles qui étaient installées en France depuis au moins 3 générations. Donc la proportion de jeunes migrants n'était pas proportionnelle à l'embrigadement chez Daesh. La troisième chose que je peux partager avec vous, c'est la question de la conviction. Et là, je suis en désaccord avec les autorités de police qui font les statistiques, parce que les autorités de police marquent musulmans toute famille qui a un nom maghrébin ou oriental, de façon générale. Or, quand vous travaillez avec ces familles, vous vous rendez compte que beaucoup de familles, soit ne pratiquaient pas l'islam, soit étaient athées, n'étaient plus des familles croyantes, même si elles ont des noms maghrébins. Et la troisième caractéristique, vous avez carrément des familles qui rejetaient l'islam, c'est-à-dire qui estimaient que si elles avaient vécu une vie difficile avec leurs propres parents, qu'elles avaient été maltraitées, c'était à cause de l'islam, et qui faisaient une espèce de, qui avait une représentation de l'islam comme quelque chose de très archaïque. Donc, je n'ai pas les mêmes chiffres que les autorités, puisque moi, c'est la famille qui déclare qu'elle est musulmane, qu'elle est athée, qu'elle n'est pas pratiquante, qu'elle n'est que de culture musulmane, mais c'est la famille qui me parle. Et vous voyez que du coup, je n'ai que 20% de références musulmanes dans les jeunes que nous avons suivis. J'ai énormément de jeunes de familles athées et quelques-uns de familles catholiques et même quelques-uns de familles juives qui partaient rejoindre Daesh. La classe sociale, on a la moitié de classe sociale moyenne, l'autre de classe populaire, mais là aussi, ce n'est pas forcément représentatif, puisque le fameux numéro vert où les familles peuvent appeler pour demander de l'aide est tenu par la police. Donc les classes sociales populaires savent qu'elles vont ficher leur enfant. Et comme elles n'ont pas forcément les moyens pour payer un avocat, en cas d'injustice, elles vont appeler moins ce fameux numéro vert, ou bien elles vont l'appeler quand c'est trop tard. Il y a un traitement inégal du sauvetage des jeunes selon leur classe populaire, parce que dans ces cas-là, les familles vont se taire, vont essayer d'être dans le déni, vont essayer de ne pas appeler au secours par peur d'être fichés, que les frères et sœurs soient stigmatisés, qu'ils ne trouvent pas de travail dans le futur. Pour les jeunes qui sont passés dans les groupes religieux, la trajectoire du jeune, de notre point de vue, aucun jeune n'a été rallié à un groupe qu'on pourrait nommer de près ou de loin lié aux frères musulmans. 10% seulement ont mis les pieds dans une mosquée avant d'essayer de rejoindre Daesh. 90% des jeunes que nous avons eus ont essayé de rejoindre Daesh sans passer par une mosquée. 40% n'ont jamais fréquenté aucun groupe religieux et 50% ont entendu souvent sur YouTube un prédicateur YouTube qu'on pourrait appeler dit salafiste, comment ce prédicateur-là va se nommer sur YouTube. Donc vous voyez aussi que là, l'idée que ce seraient des musulmans pratiquants pas intégrés est beaucoup plus complexe dans la réalité des chiffres. Le deuxième point, c'est les indicateurs d'alerte. Dans la mesure où on a gardé le discours politique et médiatique, on gardait la même logique ethnique et confessionnelle, eh bien là aussi, il y a une réappropriation du travail scientifique qui a un biais politique, et on va confondre la visibilité de l'islam ou les signes de pratique musulmane ou les comportements de pratique et la radicalité. Je vous montre comment mon travail a été bougé. Par exemple, ça fait partie du rapport que j'ai remis à M. Cazeneuve
en montrant que les groupes djihadistes, enfin djihadistes entre guillemets, pardonnez-moi, on arrive à les nommer comment eux se nomment et c'est déjà un piège. Comment ces groupes terroristes font peur aux jeunes? Ils vont lui faire peur en leur faisant croire qu'il y a de la gélatine de porc dans tout. La limonade, la mayonnaise, le pain au chocolat, tout. Évidemment, le jeune a peur et n'a plus confiance en rien. L'objectif est que le jeune ne partage plus aucun repas avec personne. La façon dont ça a été repris dans le site Stop Djihadistes du gouvernement, c'est cette baguette de pain qui est barrée à la française et il y a marqué « changement alimentaire ». Évidemment, vous voyez bien la différence entre faire croire aux jeunes qu'il y a de la gélatine de porc dans la limonade et dans le pain au chocolat et changement alimentaire. Pour chacun des indicateurs qui existent de maintenant dans les autorités officielles, toute l'analyse recherche scientifique a été manipulée et squeezée pour faire des choses qui ressemblent à une pratique musulmane. En vérité, la visibilité musulmane n'est pas du tout un indicateur fiable. Vous voyez que ce guide de djihadistes, entre guillemets, dit au contraire d'avoir une double vie, de ressembler aux apostats, d'apprendre à s'entraîner physiquement, de dire ce que les autres attendent de vous, de faire ce que les autres attendent de vous. Donc au contraire, quand on veut s'engager dans l'activisme, on ne va pas montrer qu'on est musulman, on ne va pas manger halal, on ne va pas avoir de visibilité, on va au contraire essayer de se noyer dans la foule et on ne va jamais revendiquer de liberté de conscience. C'est exactement le contraire qu'on apprend à nos jeunes. J'ai connu des jeunes qui sont partis pour Daesh qui mangeaient du porc. Ça va jusque-là. Si je dois partager avec vous le processus de Daesh, en fait, vous avez ce qu'on pourrait appeler une approche émotionnelle anxiogène. C'est-à-dire que Daesh va faire peur à nos jeunes en leur disant que le monde est complètement corrompu, qu'on leur ment sur tout, on leur ment sur ce qu'ils mangent, on leur ment sur la politique, ça c'est pas très difficile, on leur ment sur la publicité, c'est pas très difficile non plus, on leur ment sur des produits pharmaceutiques qu'on laisse en vente alors qu'ils font du mal. Et donc, il y a une espèce d'approche anxiogène où le jeune ne doit plus avoir confiance en personne, ni en l'adulte, ni en l'institution, ni évidemment aux élus, ni à personne. Cette évaluation de la menace, elle va dépendre de l'état du jeune. Est-ce que c'est un jeune qui a vécu une discrimination, un traumatisme? Est-ce qu'il a manqué d'amour? Est-ce qu'il a manqué d'espoir social? Il va y avoir une rencontre entre ce discours anxiogène et l'état de vulnérabilité du jeune. Et en fonction de l'état du jeune, à ce moment-là, le groupe terroriste va proposer aux jeunes des mesures compensatoires. C'est-à-dire, il va lui proposer une solution pour régénérer le monde, pour sortir de ce monde corrompu. Donc, selon le degré de radicalisation et d'activisme du groupe, il va proposer des solutions dysfonctionnantes, différentes, selon le jeune. C'est comme ça qu'on peut résumer le processus de radicalisation qu'il faudrait prendre en compte. Pour approcher le jeune, vous savez déjà qu'ils vont utiliser l'univers de référence des adolescents, des films qui ont touché les adolescents, des jeux vidéo comme Assassin's Creed, ils vont reprendre un personnage où la femme et l'homme peuvent s'identifier. Ils vont reprendre Call of Duty, d'autres types de jeux, parce que ça permet aux jeunes de partir de son univers de référence, de quelque chose qu'il connaît, qu'il rassure, pour le ramener vers une autre idéologie. Et bien entendu, une fois qu'ils ont fait ça, on peut dire que finalement, l'embrigadement relève d'un processus relationnel et idéologique. Et c'est l'embrigadement avec cette peur de tout ce qui est humain et de l'idéologie qui vient là pour donner la solution, que les jeunes partent chez Daesh et qu'ils adoptent. Pour étudier tout ça,
Daesh maîtrise des agences de communication. Là, vous voyez leurs communicants uniquement sur l'Afrique du Nord. Vous voyez de combien ils disposent de gens qui vont travailler sur l'aspect culturel d'un pays, les dysfonctionnements des discours politiques et sociaux. Qu'est-ce qu'on a promis aux jeunes et qu'on ne leur a pas donné? C'est où on n'a pas été fiable. Et ensuite, ils vont faire l'analyse de la vulnérabilité du jeune avec qui ils parlent. Il y a donc une étude macro et une étude micro qui se fait avec les nouveaux recruteurs contemporains qui ne sont absolument pas ceux de Al-Qaïda. Ça va leur permettre de traduire ce qu'ils ont compris comme dysfonctionnement dans des revues, de s'adapter à la langue et de toucher des jeunes très différents, puisque je vous rappelle quand même qu'ils arrivent à embrigader des Chinois, des Allemands, des Français, des Marocains. Donc vous voyez des gens qui ont une culture très très différente. Évidemment, ils utilisent aussi des termes musulmans. Ils vont se réapproprier et manipuler des termes musulmans qui sont importants pour les jeunes. Par exemple, si on prend uniquement la foi abrahamique, alors que pour les musulmans, c'est un concept qui permet l'union entre les religions du livre avec Ibrahim. Évidemment, ça va être repris par les terroristes, comme si, au contraire, c'était le calife qui représentait cette volonté d'unifier tout le monde. Et unifier tout le monde va vouloir dire ensuite tuer ceux qui ne font pas allégeance. Si on peut définir la différence de l'utilisation de ce terme chez les musulmans et chez les terroristes, on va s'apercevoir qu'ils vont l'utiliser différemment, qu'ils vont l'associer avec d'autres mots. Et évidemment, le comportement engendré en fonction de l'interprétation est complètement différente. Rencontre interconfessionnelle pour les musulmans, extermination de tous ceux qui ne font pas allégeance à Daesh pour les terroristes. Donc, ils vont aussi user de termes musulmans pour faire peur aux jeunes et leur dire qu'ils ne peuvent pas rester dans ce monde. Le plus connu, vous le connaissez, c'est la déformation du principe de Tawhid. Là, vous voyez un extrait de notre échelle psychométrique qu'on a construit pour faire la différence entre un jeune qui est en contact avec un groupe terroriste et un jeune qui est musulman pratiquant. Et vous voyez que de gauche à droite, on va s'enfoncer dans quelque chose où on va mettre l'alerte sur la dernière colonne. C'est-à-dire que celui qui est en contact avec un groupe terroriste pense que s'il regarde un match de foot, il fait du shirk. Parce que c'est comme si il adorait le footballeur au même niveau que Dieu et donc il trahirait son tawhid. Il va aussi refuser d'être soumis à la loi humaine en considérant que ce serait reconnaître le député qui fait la loi au même niveau que Dieu et que ce serait trahir le principe d'unicité divine, comme vous le savez. On met l'alerte à ce niveau-là parce qu'on sait que seuls les groupes terroristes vont dire il n'y a pas d'innocents. Vous pouvez exterminer les musulmans, les non-musulmans, tous ceux qui acceptent de vivre dans un pays où il y a la loi humaine. C'est que implicitement vous reconnaissez le député comme un petit Dieu. Mais il y aurait des actions à mener, des réflexions sur ceux qui sont un petit peu avant. Comment on rassure le jeune? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il ait moins peur de tout ce qui procède de l'humain? Donc il y a des travaux à engager. La question de la sortie de radicalité, mon dernier point, écoutez, dans la mesure où les autorités, les discours politiques et médiatiques ont décidé qu'un terroriste, c'était quelqu'un qui appliquait trop strictement l'islam. D'ailleurs, vous savez très bien qu'on nomme les non-terroristes des musulmans modérés. Vous le savez très bien. Ce qui veut bien dire qu'on est un tout petit peu musulman quand on n'est pas terroriste. Quand on ne met pas de bombe, on est un tout petit peu musulman. Ce qui veut dire que quand on est complètement musulman, on est par essence des gens violents et exterminateurs. Partant de là, forcément, on va demander une réforme de l'islam. Ils vont demander des programmes
basée sur l'éducation, comme si les jeunes avaient besoin d'être éduqués pour ne pas tuer les autres. Ils vont, de ce côté, à mon avis, non seulement ne pas être productifs, mais ils vont carrément, valider l'interprétation des recruteurs terroristes. Et ils ne tiennent pas compte de la mutation du discours terroriste, de l'étude du processus de radicalité et du sens de l'engagement des jeunes. Parce qu'un jeune qui s'engage, il y a toujours du sens. Et si vous ne comprenez pas le sens, si vous ne comprenez pas ce que Daesh a fait miroiter auprès du jeune, vous ne pouvez pas amener le jeune à faire le deuil de cette utopie que lui a vendue Daesh. Parce que Daesh vend des utopies. Nous avons repéré 7 utopies principales. La première utopie, c'est un monde juste, un monde meilleur. Ce sont les vidéos qui font le plus mal au cœur. Ils disent qu'avec la loi humaine, on ne peut pas faire d'égalité et de fraternité, qu'on peut le faire qu'avec la loi divine, leur loi divine à eux, interprétée par Daesh, pas les lois divines interprétées par les autres musulmans. Ensuite, il y a un motif d'engagement sur l'humanitaire dont vous avez tous entendu parler. On leur fait miroiter l'idée qu'en partant là-bas, ils pourront sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad. Ensuite, il y a un motif d'engagement lié à la protection, surtout pour les filles. On leur fait croire qu'un héros qui va sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad, donc qui remplace l'ONU, ne peut être qu'un bon mari qui applique vraiment l'islam, qui les protégera et qui sera juste. Le quatrième motif d'engagement, c'est le sauveur. C'est celui à qui on va faire miroiter, qui peut intercéder pour 70 personnes de sa famille pour les amener au paradis s'il va mourir là-bas avec eux. Et ça marche beaucoup pour des jeunes non musulmans, de familles juives, chrétiennes, athées, bouddhistes. Le cinquième motif d'engagement, c'est ce que nous avons appelé Lancelot. C'est le jeune qui veut clairement remplacer l'ONU lui-même, combattre les soldats de Bachar el-Assad, parce que personne n'a rien fait jusque-là, et donc il veut s'engager pour être justicier. Le sixième motif, c'est celui qui veut régénérer le monde, prendre la place de Dieu pour régénérer le monde. Et le septième, il est un peu spécifique, c'est un jeune qui cherche dans Daesh une contenance, un jeune qui ne s'assume pas, qui n'assume pas ses pulsions, et ça peut concerner des pulsions tout à fait différentes. Je vous renvoie à nos écrits sur notre site CPDSI où vous aurez tous les détails. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que si vous ne regardez pas les fils invisibles de ce que Daesh promet aux jeunes, vous ne pouvez pas aider le jeune à faire le deuil de cette fausse propagande. Vous êtes obligés de travailler sur le sens, car j'ai bientôt fini, les jeunes veulent régénérer le monde corrompu et on leur donne cette illusion. On ne leur dit pas « tu vas massacrer tout le monde ». Vous avez entendu beaucoup de bêtises dans les médias parce que le gouvernement clairement a fait des représailles sur notre action. Moi, je vous donne accès en 2 mots pour finir à ce que nous avons essayé de faire. Avec les 1134 parents, nous avons essayé de rassurer le jeune dans un premier temps, le remettre dans sa filiation, car Daesh leur proposait un groupe de substitution. On a essayé de travailler avec les parents pour remettre le jeune dans son corps, dans son émotion et, dans sa filiation, qui reprenne ses parents comme ses parents. Et puis la deuxième action que nous avons faite, c'est une approche idéologique, et c'est là que le grand clash a eu lieu avec le gouvernement. C'est qu'on a cherché des repentis pour que le jeune il comprenne le décalage qu'il y a entre la fausse propagande qu'on lui a fait miroiter, c'est-à-dire les promesses qu'on lui a faites, par exemple, tu vas sauver les enfants gazés par Bachar, son besoin personnel, je voudrais enfin être utile et servir pour quelque chose, et la réalité de l'idéologie, un projet d'extermination et de purification interne de tous ceux qui ne font pas allégeance. Et c'est en prenant conscience de ce double décalage que le jeune peut commencer à penser et chercher finalement qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est Daesh, qu'est-ce que je veux, comment je peux changer le monde, comment je peux arriver à mon idéal, comment est-ce que c'est le bon moyen de m'engager avec Daesh pour arriver à mon idéal. Et seul
les repentis, ceux qui ont vu Daesh dans les yeux, peuvent prouver qu'ils n'appliquent pas le vrai islam, qu'ils n'appliquent pas le tiers du vrai islam. Et ils peuvent ramener les infractions à l'islam. C'est pour ça que je continue à dire que dans un premier temps, seuls les repentis peuvent aider les jeunes à voir la fausse propagande de Daesh. Et si la France n'est pas prête, c'est bien dommage. Tous les autres pays utilisent des repentis, mais nous, en France, ça a fait cette scission. Et pourtant, c'est vraiment pour moi fondamental pour que les jeunes prennent conscience de cette fausse propagande. Je vous remercie. Merci à vous, Dounia Bouzar. On aura l'occasion d'échanger sur ce que vous avez montré, expliqué à l'instant, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes, parfois choquantes, qui suscitent un questionnement. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Mahmoud Doua, qui est enseignant de la laïcité et de faits religieux, qui va nous présenter le bilan CAPRI, donc du Centre d'action et de la prévention contre le radicalisme. Et c'est une analyse qui a été faite notamment à la mosquée de Bordeaux. Je vous laisse expliquer votre travail, Mahmoud Doua. Alors, salam alaikum, bonjour. La mosquée de Bordeaux, la Fédération musulmane de la Gironde, elle est membre de CAPRI. Le CAPRI, c'est un centre d'action et de prévention contre le radicalisme qui comprend 3 institutions. Il y a la mairie de Bordeaux, il y a nous, la mosquée de Bordeaux, et il y a une association pour la lutte contre les sectes. Et c'est une structure qui a été encouragée et soutenue par la préfecture de la Gironde. Donc moi, je vais mettre le point sur la dimension théologique. Tarek Brou, parce qu'on se base sur ses travaux, a développé un concept qu'ils appellent la théologie préventive. Dounia a parlé tout à l'heure de l'importance de l'élément religieux dans la propagande de Daesh. Donc il faut développer un discours, pas un contre-discours, mais un discours qui déconstruit en quelque sorte les concepts et la terminologie sur lesquels se base Daesh pour manipuler le sentiment religieux de nos jeunes. Donc c'est ce travail-là que je vais essayer de présenter. Mais permettez-moi d'abord de faire un petit rappel que l'originalité de CAPRI, et ce qui est nouveau aujourd'hui dans les études et les recherches en France, c'est qu'il y a une prise en compte de l'élément religieux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les universités françaises. Vous savez, la société est sécularisée, mais aussi les sciences sociales sont sécularisées en France. On avait du mal à accepter que l'élément religieux peut jouer un rôle dans la manipulation de nos jeunes. Foucault l'avait dit en 1979, on se moquait de lui quand il disait qu'il faut prendre en compte, au moment de la révolution iranienne, l'élément religieux, on se moquait de lui à l'époque. Aujourd'hui, suite à la vague des attentats, on commence un peu à prendre compte de la dimension de la religion. Cela ne veut pas dire que la religion est centrale. On va le voir tout à l'heure dans les bilans que je vais présenter, le facteur psychologique et psychiatrique est beaucoup plus important. Mais il y a le facteur religieux. Et que, parce qu'on a une mémoire gommeuse, la France, aujourd'hui touchée par un radicalisme violent qui se réfère à l'islam, rappelons qu'elle a été touchée aussi par d'autres formes de radicalité. Dans les années 70, c'était une radicalité terroriste d'extrême gauche, avec Action Directe. On a connu aussi une radicalité identitaire, séparatiste, le mouvement indépendantiste basque ou corse. On a connu une radicalité identitaire. Aujourd'hui, c'est vrai, la radicalité se réfère à l'islam. Il y a aujourd'hui des identités radicales qu'on trouve chez les catholiques, chez les protestants. Donc l'islam n'a pas le monopole de la radicalité. Comme toute société, elle est traversée par une multitude de radicalités. Alors ce que nous on constate dans les cas sur lesquels on a travaillé, c'est que contrairement à Al-Qaïda, qui elle construit un discours de théologie djihadiste cohérent, on peut ne pas être d'accord, mais il est cohérent, et je vais le montrer tout à l'heure, qui malheureusement trouve ses origines dans nos droits classiques, dans nos ouvrages classiques, dans les ouvrages qui circulent aujourd'hui dans les bibliothèques, mais je vais dire pourquoi tout à l'heure. Al-Qaïda, c'est cohérent. Al-Qaïda recrute chez les intellectuels, chez les étudiants, chez les classes moyennes. Par contre, Daesh, et ça ils l'ont très bien compris, il vise une catégorie de la population, les chiffres le montrent tout à l'heure dans le bilan qu'a présenté, qui sont fragiles et qui n'ont pas une culture religieuse. Parce que leur objectif,
ce n'est pas d'avoir un projet. Al-Qaïda, à travers son djihad global, elle cherche d'abord à fragiliser les autoritarismes dans ce qu'on appelle le monde musulman. Daesh, elle, et ceux qui sont derrière, parce que moi, en tant qu'enseignant de géopolitique, j'ai fait des années pour essayer de comprendre Daesh. Elle fait partie de ce qu'on appelle la géopolitique du chaos, donc elle a une fonction. Mais en France, elle n'a pas de vision, elle n'a pas de projet. C'est de semer la terreur pour faire pression sur le gouvernement français. Ça, il faut y remédier, mais ce n'est pas le sujet. Nous, le point sur lequel on a travaillé à Capri, la mosquée de Bordeaux, c'est de développer une théologie préventive. Parce que Dounia l'a montré tout à l'heure, ils utilisent des termes religieux, tawhid, kuffar, mushrikin, etc. Donc, il faut développer un contre-discours théologique qui met nos jeunes à l'abri de la manipulation. Alors, je vous donne quelques chiffres. D'abord, la radicalité n'est pas un délit. La radicalité qu'il faut peut-être traiter, c'est la radicalité qui produit soit la violence ou qui perturbe l'ordre public. Quand je dis l'ordre public, c'est la scolarité, c'est dans les entreprises, c'est dans les hôpitaux, dans les centres sociaux, etc. Donc nous, on a constaté sur les chiffres 2016, sur une soixantaine de cas, vous avez 20% qui sont attirés par la propagande de Daesh à travers Internet. Vous avez 20% qui relèvent de la psychiatrie et qu'on a envoyé vers des centres de soins. Et vous avez à peu près 30% qui sont plutôt une radicalité piétiste littéraliste, qui n'est pas forcément attirée par Daesh. Donc les discours qu'on a on a d'abord fait un bilan de tous les mots religieux cités dans la propagande de Daesh. Le mot par exemple, le kafir, qu'on traduit par mécréant. Alors on dit à ces jeunes qu'on rencontre, le kafir c'est un déni de croyance. Les kuffars du Coran n'existent pratiquement pas aujourd'hui. Parce que le kafir, c'est celui qui a vu le prophète, qui a vu la preuve, qui connaît que c'est la vérité, mais qui refuse de croire. Donc c'est contextuel à l'environnement polythéiste au temps de la Mecque. La même chose que mushrik. Les mushrikines, ce sont les associationnistes. Il s'agit plutôt d'un polythéisme, d'un animisme. Aujourd'hui en France, elle est majoritairement agnostique. Et puis on sélectionne aussi les versets et les paroles du prophète sur lesquels se base la propagande de Daesh. Comme par exemple, c'est les hadiths qui circulent le plus dans la communauté musulmane. Al-Firqa al-Najiyya, le groupe sauvé, qui se base sur un hadith qui n'est pas authentique, par exemple. L'Wala ul-Bara, allégeance et rupture, c'est un terme qui vient souvent. Moi, par exemple, je rencontre des jeunes dans les prisons qui me citent l'Wala ul-Bara. Il faut faire allégeance aux musulmans ou à un État. La France est un pays de kuffar, donc c'est la rupture. J'ai dit, mais l'alliance que le prophète a basée, c'était aussi avec des polythéistes. Le Bara, il a fait aussi, ils disent qu'ils ne pouvaient pas protéger les musulmans donc ils sont dans la confusion la plus totale. Alors, le point sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, et Al-Khoubrou l'a dit en tant que réformiste, la littérature religieuse qu'on a aujourd'hui, les classiques, il y a des germes qui produisent la radicalité violente. Cela ne veut pas dire que nos savants sont des radicaux, c'est qu'ils sont dans leur contexte. Il y a ce qu'on appelle un islam empire. On a produit, par exemple, la notion du djihad. Cette confusion entre l'islam en tant que théologie, en tant que spiritualité, et la logique de l'empire qui avait une logique d'expansion territoriale et qui prenait le djihad défensif, c'est propre à cette époque. Même le prophète lui-même ne faisait pas le djihad au sens de guerre. Sa mission, elle était essentiellement de lier les gens à Dieu. Mais quand il menait une guerre ou un djihad au sens de guerre, il le faisait en tant que chef d'une communauté politique pour défendre des polythéistes, pour défendre une communauté au sens politique. Et cette confusion entre les registres qu'on trouve aujourd'hui dans les classiques, elle est malheureusement mal comprise. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans l'univers majoritairement musulman, je n'aime pas dire les pays musulmans, parce que l'islam n'est pas un pays, n'est pas une identité, n'est pas une nationalité, n'est pas une culture. Récemment, dans un pays musulman, et ça continue, on le trouve même dans les législations,
toute personne qui critique le prophète peut être condamnée à mort. Ce que le prophète n'a pas fait. Ça existe aujourd'hui. Vous trouvez dans les ouvrages qui parlent du prophète, prenez le Qadi Ayyad par exemple, qui est la référence, qui fait autorité, qui est un théologien du Xe siècle en Andalousie. Jusqu'à présent, ouvrage traduit en français, il y a un chapitre qui dit que celui qui incite le prophète doit être condamné à mort. Mais lui, il est dans son contexte. À l'époque, il y avait cette confusion entre la logique de l'État et la logique religieuse. Donc, celui qui incite le prophète, il perturbe l'ordre public. C'est pas parce c'est pas religieux. Donc, cette confusion aujourd'hui, on la trouve dans nos ouvrages et dans les discours de certains imams. Et je termine par les solutions. C'est qu'il faut, et c'est là où c'est important de former nos imams. D'abord, c'est la littérature sur laquelle elle travaille. Sur la notion du djihad, sur la notion de l'kuffar, sur la notion de développer ce qu'Atar Koubro appelle une théologie de l'altérité. Vous avez parlé tout à l'heure du récit d'Abraham. Comment nous, aujourd'hui, on va traiter ce récit? La plupart, y compris malheureusement dans les écoles religieuses, il dit qu'Ibrahim voulait sacrifier son fils. C'est que le Coran ne dit pas, parce que c'est violent. C'est un rêve, ce n'est pas une révélation. Donc comment réécrire les récits des prophètes? Comment parler de Dieu en islam? Est-ce que c'est un Dieu de guerre, comme celui le Dieu de Daïch, ou un Dieu de la sourate Al-Fatiha qu'on lit dans nos prières cultuelles, un Dieu de Rahman, de miséricorde et d'affection? Donc aujourd'hui, il faut travailler sur la théologie. Quel est le Dieu qu'on va enseigner, qu'on va transmettre? Il faut travailler sur le côté pratique, ce qu'Atar Koubro appelle une orthopraxie minimaliste, parce que chez nos piétistes, ils sont sincères dans leur démarche. Mais quand on leur dit des avis religieux sur la prière, sur le jeûne du mois du Ramadan, qui ne leur permettent pas d'adapter leurs pratiques religieuses à la laïcité, ça perturbe. Vous avez parlé tout à l'heure, ça crée l'angoisse. La question du halal, est-ce qu'elle est centrale dans la pratique musulmane? C'est aussi notre discours. Donc il y a toute une théologie et un droit qu'il faut développer pour essayer de mettre les gens à l'abri. Et puis je termine par le dernier point sur lequel on travaille à Capri, c'est au niveau des institutions publiques. Certaines attitudes et certaines politiques produisent des radicalismes. Je me suis rendu compte dans mes cours de laïcité pour les institutions publiques que les jeunes ne connaissent pas la laïcité. La laïcité, c'est la gestion du pluralisme religieux dans l'espace public. Bien sûr, il y a des limites. Donc aussi enseigner la laïcité, mais aussi les faits religieux dans les écoles publiques. Merci beaucoup, Mahmoud Doua. Donc, enseignant de la laïcité et de faits religieux. Alors, nous saluons également l'arrivée de Raphaël Liogier, qui est sociologue, philosophe, professeur de philosophie à Sciences Po Aix-en-Provence et également directeur de l'Observatoire du religieux. Donc, Bernard Godard, donc vous êtes là depuis le début, vous avez assisté donc à la présentation des résultats de Dounia Bouzar et aussi au travail de Mahmoud Doua. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Peut-on avoir votre ressenti? Oui, alors, ça, si vous voulez, par rapport aux deux interventions, c'est effectivement tout ce qui a été... Alors, il faut savoir que Dounia a commencé il y a plus de 2 ans, dans cette démarche, que Capri est une opération une démarche qui est beaucoup plus récente. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'il a fallu du temps, et on a encore besoin de temps, avant d'arriver à une vraie formulation de ce que c'est une lutte contre la radicalisation. Et on voit très bien qu'effectivement l'introduction au sein de Capri, qui est quand même en pointe, c'est comme vous l'avez dit, c'est une exception. C'est intéressant de voir qu'on a introduit le facteur religieux, alors que, Dounia l'a bien dit, à un moment donné, on est encore très réticent pour l'introduire. Donc du coup, ça veut dire, je vais amener de l'eau au moulin de Dounia, c'est que dans le fond, quand en 2014, on s'est trouvé confronté à cette question, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de chose. Alors, il faut bien savoir quand même, il faut bien préciser que tout ce qui concerne la prévention de la délinquance en général, c'est pas quand même quelque chose qui s'est développé, qui a été bien formulé depuis une quinzaine d'années, y compris pendant la période, parce qu'on dit souvent que dans les années 97-2002, il y avait un effort effectivement de rendre la police de proximité, d'être beaucoup plus proche de la prévention. C'est faux, il n'y a pas eu le travail qui aurait dû être fait
à ce moment-là, j'en témoigne puisque j'étais moi-même membre d'un cabinet ministériel. Et je peux vous dire que c'est pas vrai qu'il y a eu des réticences extrêmes et qu'il y a, on va dire le mot, il y a une hiérarchie policière qui a effectivement effectué des résistances, de très fortes résistances, pour pouvoir laisser se développer cette prévention. Et c'est ça qui fait notre différence avec la plupart des pays d'Europe, qui, eux, n'ont pas du tout ces questions en Angleterre, en Allemagne, par rapport aux relations de la sécurité, du sécuritaire, comme on dit, avec le préventif. Or, on avait ce vrai problème. Si en plus, idéologiquement, effectivement, on est très branché sur l'idée selon laquelle, effectivement, excuser ou c'est expliquer, c'est excuser, on nourrit encore ce point de vue sécuritaire absolu qui est nécessaire. Le point de vue sécuritaire est indispensable, bien sûr. Mais si vous voulez, si avec ces deux phénomènes, et vous demandez effectivement à des gens d'être impliqués dans un processus de démontage de la radicalisation. Lequel phénomène, tout d'un coup, moi je peux en témoigner, il a fallu attendre 2012-2013 pour 2013 un rapport qui a été fait par le secrétaire général de la Défense nationale pour qu'il y ait un premier phénomène des pouvoirs publics qui prennent en charge ce processus. Alors que ce processus a été pris en charge en Angleterre dès 2005, avec une grande conférence qui s'appelait Preventing Extremism Together, et puis en Allemagne aussi. Donc ce qui veut dire que, vous voyez, on est, ce que expliquait Dounia, je comprends sa colère, mais c'est vrai que effectivement, elle s'est trouvée tout d'un coup investie à elle seule, j'ai envie de dire, d'une fonction multilatérale, c'est-à-dire dire en même temps, tu vas nous déradicaliser les gens, hein, en même temps, tu vas nous expliquer quelles sont les formations qu'on doit faire pour les personnels qui vont être confrontés ou radicalisés, et en même temps, on veut des résultats. Donc, c'est-à-dire, elle se trouvait investie d'une super woman. Oui, non, mais je veux dire, c'était un peu ça. Sachant très bien qu'on était en même temps un peu réticent dans le fait de donner une trop grande part à cette part de prévention et qu'on était quand même toujours vigilant et on tenait de ce phénomène de radicalisation que c'était avant tout un problème sécuritaire. Mais je répète encore qu'il est en grande partie, toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut dissocier tout ce qui est la partie intervention directe, ce que Capri fait, de ce qui est la formation. Hein, non pas à la radicalisation, mais la formation à de ce qui amène à la radicalisation dans l'ensemble des personnels, dans la fonction publique, dans les acteurs sociaux, dans les acteurs du privé aussi, et c'est un travail énorme. Or, ce travail a-t-il été fait? Non. C'est-à-dire que, si vous voulez, bon, Dounia y a participé, c'est 2 jours de formation vite fait, hein, par rapport des personnels qui ensuite sont renvoyés dans les préfectures et ne comprennent pas trop bien comme de quoi il s'agit finalement. Donc du coup, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en matière de formation, il y ait quelque chose qui est fait. Alors moi, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, je vais parler de ce que je fais en ce moment, de ce que j'ai monté, une structure et qui fonctionne, par exemple, dans la ville de Sevran. Bon, ben dans d'autres villes aussi, c'est dire non, la radicalisation, d'accord, mais ce qu'il faut, c'est être beaucoup plus en amont. Beaucoup plus en amont, et beaucoup plus en amont, ça veut dire former tous les gens qui vont être les acteurs sociaux, qui vont être confrontés à la radicalisation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler, par exemple, ce que disait Mahmoudoua, du fait religieux. Ben, je peux vous dire que ce n'est pas du luxe. Et qu'effectivement, toutes ces formations qu'on a mises en place, qui fonctionnent sur une période de 6 mois, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire municipal, un fonctionnaire d'État, qui est confronté à cette question, il faut prendre beaucoup plus en amont, il faut déjà lui parler du fait religieux. Vous voyez, donc déjà, c'est toute une démarche. Il y a ensuite tout un travail sur la psychologie, mais ça, j'en parle pas, c'est pas mon domaine, mais c'est quand même important de sensibiliser. Et il y a effectivement cette partie qui concerne nos jeunes à travers Internet, concernant la victimisation extrême et le complotisme, par effectivement créer ce climat anxiogène dont parle Dounia, qui est le processus initial pour les jeunes. Effectivement, en amont, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit dans ce climat anxiogène? Il a fallu que des organes tout à fait normaux, qui ne sont pas forcément des organes de radicalisation, insufflent une idée de victimisation extrême. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une victimisation qui est explicable, d'accord, je ne suis pas contre, bien sûr, mais il y a quand même un processus, et moi je l'ai vu concrètement chez des jeunes, où cette victimisation, elle prend des proportions énormes et qu'elle peut déboucher
déboucher sur ce qu'on se donnait. Et l'autre phénomène, c'est le complotisme. Et c'est là qu'on fait, à ce moment-là, dans les formations, pour comprendre que la rupture, elle n'est pas qu'une rupture religieuse ou une rupture sociale, et une rupture par rapport à la conception même de ce qu'est la République, laïcité. Ce sont des mots creux. Pour la plupart des jeunes qui sont dans les collèges, ça veut dire quoi? Laïcité, République, ça ne veut rien dire du tout. La République, c'est les pourris, c'est ceux qui nous gouvernent. Voilà, c'est ça. Donc, comment renouer le lien par rapport à une histoire, etc. Donc, il y a tout un travail à faire, et je veux dire que ce travail, il intervient en fin de parcours. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien identifié un certain nombre de choses très en amont, et en particulier sur le plan religieux, ça effectivement c'est indispensable, mais en fin de parcours, c'est renouer le lien social par rapport, et que la République ne soit plus un mot creux. C'est qu'il est un peu devenu finalement aux yeux de beaucoup de jeunes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si vous voulez, dans ces formations, on sent bien qu'y compris les acteurs sociaux, et par exemple sur le fait religieux, c'est tout le monde, y compris les musulmans eux-mêmes. Pour que les musulmans, effectivement, qui ont une formation de base, je ne parle pas de ceux qui sont déjà bien construits sur ce plan-là, ils n'arrivent pas à envisager leur fait religieux propre comme étant un fait similaire aux autres faits religieux. Ça paraît anodin, mais c'est très important. Et donc, du coup, si vous voulez, moi, dans les formations, je vois très bien que sur ce sujet, il y a tout un démandage, une discussion assez approfondie pour, si vous voulez, mettre à distance ce fait religieux pour se penser comme musulman, d'accord, mais peut se penser aussi comme quelqu'un qui est un être humain, un citoyen qui effectivement a besoin de formuler sa propre religion en d'autres termes que simplement celle de foi à l'intérieur d'une mosquée. C'est idiot, mais c'est important. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais je pense que cette expérience est importante. Merci, Monsieur Godard. Alors, Raphaël Liogier, vous qui nous avez rejoints en cours de route, Dounia Bouzar, j'ai vu, vous a donné son ordinateur pour que vous puissiez voir le travail sur le terrain qu'elle a fait. Ensuite, quand on voit que cette analyse n'a pas abouti, n'a servi à rien, du moins il n'y a pas eu de suivi derrière, je trouve ça choquant. Je trouve ça vraiment plus que choquant en fait. C'est que les politiques font semblant en fait de vouloir contrer un discours, contrer une mouvance de radicalisation. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour dénoncer, pour mettre à la lumière, j'ai envie de dire, le travail de Dounia Bouzar ou de Mahmoud Doua? Déjà, la première chose que je voudrais dire à la lecture de ce que Dounia a eu la gentillesse de me permettre de lire, c'est que c'est une machine à combattre les préjugés finalement, ce que tu as fait. C'est-à-dire sur l'origine des individus. On voit bien que ce n'est pas ce qu'on nous dit à la télévision, ce n'est pas ce qu'on nous dit même dans les discours publics, ce n'est pas ce qu'on nous dit dans les discours sécuritaires. Moi, je distinguerai les discours de sécurité avec les discours sécuritaires. Parce que moi, je suis pour la sécurité. Mais la sécurité, c'est ciblé. C'est-à-dire qu'on cible, on fait un diagnostic, on sait ce qu'on fait, on sait où on va pour ne pas faire n'importe quoi. Les discours sécuritaires sont des discours qui généralisent à partir d'un certain nombre de préjugés et qui participent à la mise en scène sociale qui en fait est contre-productive, et on voit bien que un des points qui m'a le plus intéressé dans ce que j'ai lu dans le travail de Dounia, c'est le mot de mythe, parce que moi je travaille là-dessus, sur la question du mythe et de la narration. On voit bien que les individus qui se radicalisent, même si ce terme j'ai essayé de le combattre, j'y suis pas arrivé, on ne peut rien faire contre l'inertie et la force qui nourrit une terminologie, donc je vais garder ce terme. Quel mot faut employer? C'est pas ça, c'est que radicalisation, c'est que tous les individus, tous les êtres humains cherchent à avoir des racines. C'est ça ce que veut dire radical. Donc bon, c'est pas Et ça, on finit par confondre justement ces individus qu'on appelle salafistes, piétistes. On peut même avoir des radicaux, les radicaux de gauche, qui sont à l'origine en partie de la laïcité, le parti radical, etc. On peut confondre toute une série de phénomènes. C'est ça qui me pose problème. Par contre, si on me parle de comportements violents, extrêmement violents, fondés sur un discours qui se veut religieux, bah évidemment, c'est un peu plus long, mais ça me semble plus correct. Mais bon, passons. Parlons de radicalisation. Maintenant, puisqu'on en est là, c'est pas la peine d'essayer de pédaler en sens inverse. Donc, je dirais que
ce que dit Bernard Godard à la suite de ce que j'ai lu chez Donia m'interpelle fortement. C'est-à-dire les deux points de la victimisation d'une part et l'autre point, c'est ça, voilà, comment appelle-t-on ça? Voilà, et le complotisme sont des points qui sont très intéressants et moi que j'avais rencontré dans les interviews qu'on faisait à l'Observatoire du religieux dès 2004, 2005, 2006, 2007, où on a vu apparaître des nouveaux groupes d'individus qui n'étaient pas justement dans le salafisme qu'on appelle aujourd'hui piétiste, mais en fait qui n'est pas vraiment dans le déploiement d'une tradition spécifique, mais qui se reconstitue par rapport à la globalisation, toute une série de processus, mais qui était ce que j'ai appelé, alors je me suis fait beaucoup attaquer sur ce sujet, mais moi je crois le retrouver quelque part dans le travail de Donia, c'est les nouveaux ninjas de l'islam, c'est-à-dire des individus qui recherchent à construire un mythe du héros, qui cherchent à rompre avec d'une part le fait de se sentir stigmatisé, victimisation, et qui cherchent à donner des raisons secrètes à éventuellement leur comportement extrême. Et ça, c'est le complotisme, parce que c'est ça le rapport aux raisons secrètes. C'est-à-dire, de toute façon, c'est un complot généralisé, c'est le système, ça se passe derrière le rideau. Et donc, mon agissement est justifié a priori. Et ça, c'est étonnant parce que tout ce que vous avez dit est tout à fait positif et tout à fait... Enfin, je pense que ça pourrait engager un certain nombre de mesures, mais de mesures en aval. Bernard Godard a dit qu'il faudrait prendre des mesures en amont, mais la première mesure en amont, ça serait d'éviter de nourrir le discours public qui permet des mises en scène sociales contre lesquelles ensuite, lorsqu'on veut essayer de résister, on n'y arrive plus. Puisque quand on entend à la télévision, mais il faut quand même se rendre compte que c'est fascinant. Quand on est, moi j'ai vécu ces derniers mois et même une partie de ces dernières années à l'étranger. Chaque fois qu'on entend parler de la France, c'est toujours parce qu'il y aurait un problème avec une laïcité qu'on se représente comme une sorte d'instrument de guerre contre le burkini, contre la mode du foulard ceci, contre etc. avec des idées ridicules qui montrent une méconnaissance totale du terrain, du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique, des pouvoirs publics. Avec des représentants des pouvoirs publics qui vont aller dire que, par exemple, cette mode que nous on avait repérée, mais alors là depuis 5, 6, 7 ans, qu'on trouvait dans des magazines comme Inman Magazine et d'autres, d'un voile qui cherchait à se diversifier avec une sorte de chic musulman, etc., de dire c'est l'islamisation de la mode. Alors que c'est très exactement le contraire et que si on lit les forums, on fait l'effort de lire les forums et de faire un travail sociologique en lisant les forums de ceux qui débattent, on se rend compte que ce sont ceux qui sont justement les plus extrêmes. Et alors là, pour le coup, que ce soit ceux qui sont soit tendance ninja d'islam ou tendance salafiste piétiste, dans les deux cas, ils sont contre. Parce qu'ils trouvent que c'est un usage futile du voile, etc., etc. Donc ça veut dire que on se trompe de diagnostic, c'est à ça que je faisais référence lorsque je parlais de ciblage, lorsqu'on veut avoir une vraie politique avec des effets, et que en plus de se tromper de ciblage, on met en scène en disant que c'est la guerre de civilisation, la guerre contre Daesh, la guerre en étendant c'est contre l'islam. J'ai vu ce que tu dis dans ton papier auquel je souscris, puisque je l'ai dit à plusieurs reprises, je crois que dans des débats d'ailleurs on l'avait dit tous les deux, la question du musulman modéré. Ce terme de musulman modéré voudrait dire que plus d'islam, l'islam serait un poison par essence, donc plus d'islam conduirait forcément à un comportement extrême, etc. C'est confondre un certain nombre de choses qui ont été analysées déjà par les sociologues. Par exemple, je pense des sociologues qui l'ont analysé pour le catholicisme, parce que les comportements extrêmes, ils existent aussi dans le catholicisme, qui distinguent intégralisme d'intégrisme. C'est-à-dire qu'on peut être intégraliste, c'est-à-dire vouloir appliquer intégralement une religion, même du point de vue théologique, pratique, etc. Être, je ne sais pas moi, décider de faire quasiment le ramadan toute l'année, ce que certains font, on connaît, et en même temps être parfaitement non intégriste, c'est-à-dire même du point de vue moral et du point de vue du rapport aux autres, être complètement
ouvert et libéral, même du point de vue du comportement des autres, même du point de vue, par exemple, du comportement sexuel. Et ça existe au sein même de gens qui se revendiquent comme étant musulmans, aujourd'hui en France. Toutes ces nuances, toutes ces différences, personne n'en tient compte. Enfin, je veux dire, personne n'en tient compte dans les discours publics, dans les débats à la télévision, les débats généraux. Alors ça fait ça énormément de mal, et je dirais que ça fait directement le jeu Daesh, dont la propagande et dont le marketing est directement construit sur le fait de renverser le sens du stigmate, c'est-à-dire de survictimiser des individus en leur disant qu'en fait, s'ils ont été victimes, c'est parce que, s'ils se sentent victimes, c'est parce qu'en fait, ils sont choisis pour des destinées plus hautes, des destinées héroïques, etc., en utilisant leur culture, qui est plus la culture manga, la culture héroïque, la culture que de l'islam lui-même, en tant que tel, en utilisant ça et en leur disant en plus le système est pourri, le côté, c'est ce qui se passe derrière le rideau, le complot, ils deviennent des héros, donc des anti-héros, et tout cela est conforté par le discours public qui dit attention, il y aurait une continuité entre l'islam, salafisme, terrorisme, et donc il y aurait une continuité systématique, une continuité unilatérale, ce qui fait qu'on est dans un rapport à l'ennemi. Donc eux, qu'est-ce qu'ils voient en face? Ils disent, comme nous on est le bien, on est les bons et qu'on a été attaqués, donc on peut construire une contre-mythologie et on devient ces héros-là. C'est étonnant de se rendre compte dans un pays comme la France, avec le PIB de la France qu'on peut consacrer à la recherche, avec le système éducatif d'un pays comme la France, de penser qu'une organisation comme Daesh est capable de faire de la meilleure sociologie, la meilleure anthropologie que la République française. Ça, je trouve ça quand même fascinant. Vraiment fascinant. Et non, mais je veux dire, même en Israël, ils l'ont compris. Regardez, je dis des choses qui ne sont pas politiquement correctes en vous disant ça. En Israël, le gouvernement israélien tient beaucoup plus compte des travaux sociologiques et anthropologiques, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur le fond avec les chercheurs parce qu'ils les suspectent d'être des affreux gauchistes, antisionistes ou tout ce que vous voulez. Malgré tout, ils tiennent compte de leurs travaux parce qu'ils se disent qu'il y a des informations intéressantes à prendre pour mettre en place des politiques publiques qui ne fassent pas n'importe quoi. En France, non. Donc, je trouve qu'il y aurait quelque chose à faire de ce point de vue-là. Il y aurait quelque chose à faire de ce point de vue-là. Peut-être que le prochain président de la République s'y mettra, j'en doute, mais il faut espérer. Je ne sais pas, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Merci, monsieur Liogier. Quand on entend vos témoignages, vos discours, déjà qu'on est dans une société, là, depuis quelques années, où on a peur. Vraiment, on est dans une société vraiment anxiogène, où il y a de plus en plus d'anxiété au sein de la communauté, au sein de la communauté française, hein, quelle que soit notre confession. Et à vous entendre, là, en plus, surtout dans un contexte d'élection présidentielle, est-ce qu'on peut se dire que voilà, on peut être positif, on peut être optimiste pour l'avenir, Dounia Bouzar, parce que peut-être pas à vous ou quelqu'un d'autre, Mahmoud Douane, si vous voulez répondre, parce que c'est quelle solution en fait, quel avenir va-t-on avoir, parce que c'est. Alors, pour ce qui est de la prise en compte des recherches sociologiques, ce qu'on a fait à Capri, M. Godard a parlé tout à l'heure, les institutions publiques sont demandeurs des formations sur la laïcité et les faits religieux. Je vous donne un exemple. J'enseigne dans des instituts de formation des éducateurs spécialisés. On s'est rendu compte effectivement du déficit énorme de connaissances et de la laïcité et du fait religieux. Parce que les institutions publiques, la vraie laïcité française, parce que quand même sur le plan universel, on a aujourd'hui un système laïque au sens de l'esprit de la loi et de sa finalité qui est le meilleur pour gérer le pluralisme, parce que nos sociétés sont devenues plurielles. C'est ça la laïcité française. Donc aujourd'hui, le cours sur laïcité et faits religieux, vous avez 150 personnes, 150 éducateurs qui veulent comprendre et la laïcité et les faits religieux. Qu'est-ce que j'entends par faits religieux? C'est quoi les cultes musulmans? Ils ne connaissent même pas les cultes catholiques. Ils ne connaissent pas les objets cultuels catholiques. Donc ils sont demandeurs, quand on fait les récits bibliques et coraniques, pour essayer de rapprocher, de dire que l'islam est une continuité des messages bibliques, que la majorité des prophètes sont des prophètes juifs, justement, parce qu'il y a aussi un discours antisémite, les gens sont demandeurs. Quand on parle du sens de la prière, du sens du jeûne, quand on parle aussi aux chefs d'entreprise,
qui sont aussi appelés, vous l'avez dit dans vos ouvrages, qui sont appelés à gérer les demandes religieuses, c'est ce que la laïcité dit. Vous parlez des espaces de recueillement. On est contacté par des chefs d'entreprise qui veulent savoir c'est quoi la prière du vendredi, que signifie la prière du vendredi pour un ouvrier, ça lui pose problème, comment travailler, mais en même temps, j'ai ma conscience religieuse qui me dit qu'il faut la prière du vendredi, donc il y a une demande. On est très optimiste. Par contre, moi ce qui m'inquiète, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on n'explique pas aux Français, dans les médias, quels sont les enjeux géopolitiques de la violence djihadiste terroriste. Ça ne fait rien de dire, la France, elle a des entreprises, elle a des intérêts, et c'est normal qu'on soit présent au Proche-Orient. Les Américains le font, d'autres pays le font. Et c'est tout à fait normal, je comprends très bien l'intervention militaire au Mali et au Proche-Orient pour préserver les intérêts, et que Daesh est une entreprise terroriste qui manipule la sensibilité et la faiblesse de ces... et d'expliquer tout simplement aux gens. Vous avez parlé tout à l'heure dans un ouvrage, mais je ne sais pas ce qu'il faut les dire ou non. Qui sont ces réseaux de recrutement? Donc on a besoin tout simplement de dire aux Français ce qui se passe réellement. Merci beaucoup Mahmoud Doua. Alors, concrètement, vu que politiquement on fait semblant de s'occuper de ce cadre, de ces radicalisés, de la question de la radicalisation, qu'est-ce qu'on doit faire à l'échelle individuelle ou collective? Concrètement, vu que les politiques font semblant de s'en occuper, c'est à nous en fait de défendre notre patrie. Alors quelle solution? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que chacun individuellement on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut s'unir? Est-ce qu'on peut se rattacher à des organisations? Parce que c'est scandaleux ce qu'on a pu entendre vis-à-vis de Dounia Bouzar ou de Raphaël Lioger. Et vous, monsieur Lioger, en plus, qui dénoncez souvent dans les médias le profil, par exemple, des radicalisés, qui sont souvent des jeunes qui ont des troubles psychologiques ou qui viennent de milieux difficiles, qui ont des parents divorcés, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, monsieur Lioger? Moi, ce que je crois, c'est que c'est une action qui doit être une action multiniveau. Ce n'est pas une action comme ça sur un seul point. Mais il ne faut pas que les différents niveaux d'action se contredisent entre eux, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est ça qui pose problème aussi. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'est-ce qu'il faudrait faire, moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est que l'on réfléchisse à ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire à peu près tout ce qu'on a fait depuis 2 ans. Arrêtons. Moi, je pense qu'il y a une irresponsabilité des pouvoirs publics dans le fait, pour des raisons qui sont probablement des raisons démagogiques en partie, de mettre en scène cette espèce d'islam, que tout ce qui se rapporte à l'islam pose problème, quasiment aujourd'hui, chaque fois alors qu'il y a un certain nombre de choses qui posent pas problème, même relativement au halal, relativement à toute une série de points, et que tout ce qui se rapporte à la laïcité, dans l'autre sens, finit par se rapporter aussi à l'islam. Moi, je pense que les musulmans eux-mêmes en ont marre de ça. C'est-à-dire qu'on en arrive à avoir des situations. Moi, je discute avec des gens, souvent, même avec des étudiants, et qui me disent, mais quand même, les musulmans, ils exagèrent, on parle tout le temps d'eux. Oui, non, mais d'accord, mais le problème, c'est que c'est les musulmans eux-mêmes qui en ont marre qu'on parle d'eux. Donc, la question, c'est une sorte de... C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut arrêter déjà sur ce plan-là, sur le plan, la mise en scène publique, la mise en scène sociale de guerre, qui fait le jeu de Daesh, qui rend désirable on pourrait dire, dans la construction de l'anti-héros, qui rend désirable presque une sorte de djihadisme qui devient d'autant plus dangereux. Moi, j'appelle ça le djihadisme déprofessionnalisé. C'est-à-dire que c'est plus forcément même des organisations extrêmement structurées. Ça va être, on va finir par avoir des gens qui vont aller dans le métro. On peut mettre 200 policiers de plus, ça ne change rien. Ils vont aller dans le métro, ils vont pousser quelqu'un. Au moment où le métro arrive, ils vont dire Wallah Akbar, c'est réglé. 3 jours avant, ils seront allés faire allégeance sur Internet et ça sera réglé. Contre ça, on ne pourra rien faire. Donc ce premier niveau, c'est déjà être responsable lorsqu'on est un homme politique, lorsqu'on est un opérateur médiatique, de ne pas participer à cette mise en scène et de faire le jeu de Daesh. C'est la première chose. Ensuite, le deuxième niveau, c'est si on veut traiter des gens qui sont déjà dans un processus,
Il faut être formé non seulement à la laïcité en tant que telle, mais il faut être formé effectivement aussi, peut-être en partie à la théologie musulmane, mais il faut être formé à ce qui se passe dans notre société du point de vue de la stigmatisation, de l'auto-stigmatisation, des processus de victimisation, du fonctionnement des jeunes, parce qu'il n'y a pas que c'est un glissement possible vers le djihadisme. Mais il y a d'autres voies qui ne conduisent pas au terrorisme, parce que Daesh pousse ça, mais il y a d'autres voies qui sont assez similaires, qui entraînent des formes de violence aussi. Pas cette violence-là, puisqu'elle est nourrie par Daesh, vous voyez. Donc ça, c'est le deuxième point qui est, je pense, fondamental. Et ensuite, il faut peut-être régler aussi le problème que nous avons ici en Europe, ailleurs dans le monde, mais aussi en Europe, et le développement, on le voit dans cette élection, de ce nouveau populisme qui n'est plus ni droite ni gauche, mais qui est à la fois anti-globalisation, anti-Europe, anti-islam, antiterroriste, comme si c'était la même chose, comme s'il y avait une sorte de menace générale. Moi, je crois qu'on le voit dans cette élection. C'est vraiment mon dernier point, mais on le voit dans cette élection. Les différences droite-gauche, et on l'a vu dans les débats, sont en train de se dissoudre au profit d'une distinction entre ceux qui sont plutôt populistes et qui voient l'ennemi partout et qui se servent de l'islam pour cela, et les autres qui sont plutôt libéraux, plutôt pour une sorte de favorable à une immigration, à la diversité, etc., etc. Et on le voit très bien dans les différentes conceptions de la laïcité. Aujourd'hui, tout le monde est laïque, c'est merveilleux. Hein. Dans les années 80, ceux qui se disaient laïcs, on savait qui c'était plutôt des gens de gauche, jacobins, etc. Ceux qui se disaient pas trop laïcs, c'était plutôt des cathos bourgeois qui voulaient mettre leurs enfants dans des écoles privées catholiques, etc. Aujourd'hui, tout le monde est laïque, sauf que on ne sait plus du tout ce que veut dire laïcité, donc on a adjectivé la laïcité libérale, fermée, ouverte, tout ce qu'on veut. Ça veut dire que la laïcité, c'est devenu l'objet d'un conflit qui est presque pathologique à ce qu'est notre société. Donc ça veut dire que la pathologie, clairement, des djihadistes, elle renvoie aussi en miroir à une pathologie collective qu'il faut aussi soigner à un certain niveau. Merci beaucoup. Dounia Bouzar, je vous ai vu vous munir du micro tout à l'heure. Est-ce que vous voulez réagir pour conclure? En plus, il ne reste plus que 2 minutes. Je ne pense pas qu'on puisse conclure, mais j'ai repris le micro parce que vous avez dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et en plus de ce qui vient d'être dit, peut-être se remettre en position de parent, reprendre ma casquette d'ancienne éducatrice. Je pense que les jeunes, tous les jeunes que j'ai croisés, qui rêvaient de rejoindre Daesh et à qui on a pu faire demi-tour, c'était des jeunes qui étaient tendus parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on ne reconnaît pas nos dysfonctionnements, que les adultes autour d'eux, les discours politiques, les discours médiatiques, leur parlent toujours d'une société qui appliquerait ces valeurs et qu'il n'y a personne pour reconnaître qu'au fond, il y a toujours un décalage entre la théorie et la pratique. Sur la laïcité, que finalement on n'a pas la même application de la laïcité qu'on sait des chrétiens, des juifs ou des musulmans. Sur les injustices sociales, sur la chance qu'on a tous, l'égalité, sur les discriminations. Et Raphaël vient d'en parler au niveau macro, au niveau des formations. Mais si je le redis de ma place à moi, de maman et d'éducatrice, c'est aussi chacun dans sa famille donner des repères aux jeunes pour pouvoir les analyser et les reconnaître. Oui, on aimerait bien qu'il y ait de l'égalité, mais c'est un objectif, ce n'est pas la réalité de la France. Oui, on aimerait bien qu'il n'y ait plus de préjugés, mais c'est un objectif, c'est vraiment pas la réalité. Et Daesh aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce sont les seuls à faire l'analyse de tous les dysfonctionnements. Moi, je viens d'être victime de représailles politiques et médiatiques. Je viens d'avoir accès au fil direct qu'il y a entre des hommes politiques haut placés et des médias de gauche et de droite. Ce n'est pas par parti politique, c'est transversal. Si j'avais 15 ans aujourd'hui, j'aurais plus confiance en personne. Qui est-ce qui me ferait cette analyse, à part les théories du complot? Voilà, j'ai 53 ans, donc j'arrive à déconstruire autrement, mais
il faut aussi qu'on apprenne à reconnaître les dysfonctionnements pour repolitiser nos jeunes au sens à croire en l'humain, en croire aux revendications qu'on peut faire, à croire qu'on peut changer le monde. Et ce n'est pas par l'utopie de Daesh qu'on fera un monde meilleur. Bernard, Dounia, Mahmoud, Raphaël, merci infiniment pour votre présence, pour vos témoignages, pour vos conseils, en espérant qu'on ait pu apporter des solutions, des réponses à des questions que tous en France nous posons. En tout cas, soyez encore une fois les bienvenus. On vous remercie encore une fois de plus à travers des applaudissements. Il est temps pour nous de conclure cette première matinée de la 34e rencontre annuelle des musulmans de France. Je vous donne rendez-vous ici à 15 h pour la prochaine table ronde avec 11 candidats à l'élection. Qui choisir ? On aura la chance d'accueillir Nabil Enasri, Kamel Béchir et Ahmed Cherfi. Donc je vous donne rendez-vous à 15 h. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, une bonne pause et à tout à l'heure. Salam alaikum.